Bonjour à tous, Laurent de l'association Enerter. Effectivement, je remercie l'ARP de nous inviter à ce web séminaire ce soir. Et puis merci à vous d'écouter et d'être présent. Donc petite présentation sur l'accompagnement à l'autoréhabilitation. Et j'ai appelé ça nuance et éclairement parce qu'en fait, on a plein d'idées souvent reçues sur l'autoréhabilitation accompagnée et ce qui est un peu légitime et ce qui est aussi logique parce qu'il y a beaucoup d'évolutions dans cet accompagnement à l'autoréhabilitation. Donc, on va essayer d'apporter un petit éclairement sur les différentes nuances de l'autoréhabilitation accompagnée ce soir. Alors, ce ne sera pas complet. Alors, je vais d'abord faire une petite présentation aussi rapide d'Enerter. Effectivement, Enerter, c'est une association qui a été créée en 2013, qui est aujourd'hui reconnue d'intérêt général. L'objet de l'association, donc, c'est effectivement promouvoir et mettre en œuvre le dispositif Enerter d'autoréhabilitation partagée de logement pour les personnes en situation de précarité énergétique. Donc nous, on a quand même un public cible prioritaire qui sont les personnes en précarité, sur lesquelles on va apporter un accompagnement à l'autoréhabilitation accompagnée. Et puis, c'est mettre en avant, promouvoir, favoriser l'utilisation des matériaux et des techniques locales, vernaculaires, et notamment l'utilisation de la terre crue. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de ce qu'est l'autoréhabilitation accompagnée, donc ce qu'on appelle couramment l'ARA. Alors, essayons de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière l'autoréhabilitation accompagnée. Donc, autoréhabilitation accompagnée, c'est d'abord auto, c'est-à-dire que les travaux, c'est l'habitant qui va les réaliser lui-même. La réhabilitation, donc on est sur de l'intervention sur le bâtiment. Donc nous, on fait particulièrement de l'amélioration énergétique ou patrimoniale avec l'association, mais voilà, il y a d'autres acteurs qui vont proposer d'autres types d'interventions de réhabilitation du bâti. Et accompagner, c'est un professionnel qui accompagne le bénéficiaire dans ses travaux, ce qui permet d'améliorer la qualité de la réalisation, d'assurer une qualité de réalisation, ce qui permet parfois dans des situations où il y a des techniques un petit peu particulières, d'apprendre. Donc c'est le professionnel qui transmet ses gestes et qui apporte des fois des informations sur effectivement des points de vigilance à avoir dans l'intervention. Donc l'accompagnateur, on est dans cette logique-là, il est bien dans une logique il y a l'habitant qui va construire, qui va réhabiliter lui-même, et il va y avoir le professionnel qui va être là pour l'accompagner à construire lui-même. Donc accompagner, donc j'ai dit, quand on parle de l'accompagnement, souvent on pense forcément à l'accompagnement technique quand on est sur le chantier, en phase chantier. C'est ce que je viens de présenter, mais il y a aussi un accompagnement qui peut se faire en amont. Déjà pour vérifier si la faisabilité d'un chantier en autoréhabilitation accompagnée, si c'est vraiment pertinent par rapport au projet des habitants. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu de l'assistance à maîtrise d'ouvrage autoréhabilitation accompagnée. Et puis ça va être aussi la mobilisation des bénévoles qui se fait en amont. Ça va être l'équipement, l'approvisionnement du chantier pour que le jour J, on puisse lancer un chantier dans des bonnes conditions. Donc, on parle d'un organisme d'autoréhabilitation accompagnée. On pourra utiliser d'autres termes. En gros, c'est une structure qui va être en capacité d'étudier la faisabilité du projet et d'accompagner dans la préparation. Il peut y avoir une seule structure qui réalise ces deux missions d'accompagnement, l'accompagnement amont et l'accompagnement pendant le chantier. Mais ça peut aussi être deux structures différentes. C'est-à-dire que l'accompagnement technique peut se faire par un professionnel, un artisan. Voilà. Avec Enerter, on rajoute, on parle d'ARAP, on parle d'autoréhabilitation accompagnée et partagée. Donc on arrive dans une première nuance où l'autoréhabilitation accompagnée, ça peut être simplement un habitant avec un professionnel, mais ça peut être aussi un habitant avec un professionnel et puis de la main-d'œuvre supplémentaire avec des bénévoles. Voilà. Et on peut rentrer, nous, dans le cadre d'Enerter, par exemple, on a en plus un système d'échange local qui est installé, c'est-à-dire que les bénéficiaires d'un chantier, ils doivent redonner à d'autres personnes le temps du chantier qui a eu lieu chez eux.
S'il y a 15 jours de chantier chez eux, eh bien, ils vont redonner 15 jours sur d'autres chantiers, un jour par-ci, un jour par-là, en fonction de leur disponibilité. Ça nous permet d'avoir ce vivier de bénévoles sur les chantiers. Le bénéficiaire qui reçoit, on n'est pas que dans la logique de recevoir, on va aussi donner. On va donner du temps. On n'échange pas de la monnaie. On a voulu trouver une alternative parce que souvent, j'y reviendrai tout à l'heure, quand on intervient chez des personnes qui peuvent avoir des difficultés à faire venir des artisans. Donc, c'est souvent des problèmes de ressources. On a parlé de précarité. Donc, nous, l'idée, c'était de faire économiser de l'argent, du coût de travaux. On en parlera tout à l'heure. C'est des choses qui coûtent cher. Mais en échange, c'est pas non plus gratuit. On a remplacé l'argent par le temps. Voilà. Et du coup, on reçoit du temps et on redonne du temps. C'est un échange. Du coup, on se sent moins redevable quelque part. Alors, l'auto-réhabilitation accompagnée, on a compris un petit peu de quoi on parle. Maintenant, c'est quand même lié à un contexte. Pourquoi l'auto-réhabilitation accompagnée? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en parle? En fait, on en parle, c'est quelque chose qui ressort, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Donc en gros, c'est la formalisation d'une pratique qui est courante. Il y a souvent des artisans qui proposent aux habitants de participer pour diminuer les coûts, mais c'est pas du tout cadré. Donc là, le travail un petit peu autour de ça, c'est de proposer un cadre aussi à ces choses qui sont effectives, qui sont une réalité, un peu cachée parfois. Effectivement, ça répond à une demande parce qu'il y a des personnes qui veulent participer à la réhabilitation de leurs travaux et qui souhaitent être accompagnées dans ce cadre. Ça participe aussi à la massification de la réhabilitation énergétique. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y a le PREH, le programme de réhabilitation énergétique de l'habitat, qui fixe un objectif de 500 000 logements par an réhabilités au niveau énergétique. Et aujourd'hui, on n'atteint pas du tout ces objectifs. On est en dessous de 100 000 logements par an. Il n'y a pas suffisamment d'artisans qui sont en capacité de répondre. Et bien, l'auto-réhabilitation accompagnée est une manière de répondre à cette réhabilitation énergétique et à ce besoin qui est lié à la lutte contre le réchauffement climatique et également à la lutte contre la précarité énergétique. Donc, dans le cadre d'Enerter notamment, après, c'est pas toujours vrai, mais on essaye, nous, de valoriser des techniques constructives responsables et de préserver les ressources et le patrimoine en ayant un mode de consommation, de transmission responsable également. Voilà, je pense que c'est un terme assez approprié. Donc ça, c'est des grands enjeux. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'auto-réhabilitation accompagnée? Pourquoi est-ce que les gens se tournent vers ça? Effectivement, parce que, je l'ai évoqué aujourd'hui, réaliser des travaux, c'est un budget qui est souvent très important et souvent trop important. Et quand on veut faire les choses bien, notamment dans le patrimoine, dans du bâti ancien, les coûts montent très vite et on est obligé de faire des choix et des compromis. Et l'idée, et puis des fois on n'a pas du tout les moyens et on se retrouve confronté à des factures importantes d'énergie, et puis on est pris entre le coût de l'énergie et le coût de l'artisan. Donc ça peut permettre de déclencher des travaux, l'auto-réhabilitation accompagnée, et du coup de réaliser au final des économies sur le budget de travaux et demain sur les consommations d'énergie. C'est aussi parce que il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'apprendre et de faire par soi-même. Vous voyez tout à l'heure, c'est parce que c'est humain, effectivement. Et puis, il peut y avoir aussi un impact social qui est pas négligeable. C'est aussi le côté humain de l'auto-réhabilitation accompagnée. C'est à la fois se retrouver et faire une expérience commune et avoir des échanges. Et parfois aussi remettre le pied à l'étrier pour certaines personnes en difficulté, se reprendre confiance en soi. Donc voilà, il y a pas mal d'impacts qui peuvent être positifs
avec cette autoréhabilitation accompagnée. Et voilà, on arrive à d'autres nuances au niveau de l'autoréhabilitation accompagnée. C'est des approches qui sont en cours de distinction. Et on va voir que c'est pas négligeable du tout, ce type d'approche, ce type de regard. C'est-à-dire que qui est le constructeur dans l'autoréhabilitation accompagnée? Qui assume le rôle du constructeur? Alors, soit d'un côté, soit c'est l'habitant, parce que quand on autoréhabilite sans être accompagné, eh bien, on assume sa responsabilité de constructeur. Soit c'est l'artisan, parce que l'artisan, eh bien, on fait souvent appel à lui parce que c'est le professionnel et c'est lui qui va assumer la construction. Donc ça va avoir des impacts sur les responsabilités et le mode d'intervention en fait. Je vais essayer de vous présenter ça dans les typologies de chantier à suivre. Alors voilà un schéma qui va vous permettre de comprendre un petit peu les différentes typologies de chantier quand l'habitant est le constructeur. Alors quand l'habitant est le constructeur, quand il est tout seul, c'est ce que je disais, on est en autoréhabilitation accompagnée. Quand on fait appel à des bénévoles, à des copains, à la famille, on peut organiser un chantier participatif. Si on fait appel à un professionnel pour être accompagné, un accompagnateur technique qui va être là pour nous épauler, pour nous donner les bons gestes et nous apporter les petits détails qui vont faire qu'on va réussir notre projet. On est dans l'autoréhabilitation accompagnée. Et si en plus on rajoute des bénévoles à cela, là on rentre dans l'autoréhabilitation accompagnée et partagée. Avec Enerter, nous, on va cibler plutôt les deux interventions qui vont être entre l'habitant et l'accompagnateur technique et en plus les bénévoles. Donc le chantier d'autoréhabilitation accompagnée et le chantier d'autoréhabilitation accompagnée et partagée. Des termes des fois c'est pour comprendre. Hein. Après, on peut simplement parler d'autoréhabilitation accompagnée. Voilà. Et on va passer maintenant à une typologie de travaux où le constructeur, ce n'est plus l'habitant, mais c'est l'artisan. Alors, quand l'artisan intervient seul, on va dire que c'est un chantier d'artisan. Voilà, c'est son chantier, il fait son devis et il fait son chantier. On peut être sur un chantier de bénévoles d'intérêt collectif quand on va par exemple avoir un chantier sur du patrimoine ou des choses comme ça. Et puis par contre, quand on intervient chez un habitant, là, alors c'est des notions qui sont un peu nouvelles. Là aujourd'hui, alors c'est pas tout à fait défini. Moi, j'ai défini ça comme un chantier d'artisan avec participation du maître d'ouvrage. Et puis, quand on a en plus des bénévoles, c'est un chantier d'artisan avec participation du maître d'ouvrage et ouvert aux bénévoles. On verra que ça a des conséquences tout à l'heure. Avec Enerter, on peut promouvoir et accompagner, en tout cas faciliter à l'accompagnement de ces deux types de chantiers, chantier d'artisan avec participation du maître d'ouvrage et chantier d'artisan avec la participation du maître d'ouvrage et ouvert aux bénévoles. Rentrons dans les différentes phases que j'ai un petit peu évoquées tout à l'heure. Donc, on a cette première phase d'accompagnement, étude de faisabilité ARA ou assistance à maîtrise d'ouvrage ARA. Voilà, ça peut avoir on peut l'appeler de manière différente. Donc c'est là où on va essayer de faire un diagnostic du bâti, voir un petit peu, comprendre la situation des habitants, essayer de voir les différentes solutions qui s'offrent aux personnes qui habitent le logement, s'il y a des aides mobilisables ou pas du tout, et puis vérifier effectivement si c'est pertinent ou intéressant de développer l'autoréhabilitation accompagnée ou de le proposer, et de savoir si les habitants accrochent ou pas du tout, ou si c'est quelque chose qu'ils avaient déjà en tête. À partir de là, effectivement, à partir de cette étude, on peut se rendre compte qu'on va faire des travaux sans autoréhabilitation accompagnée. Dans ce cas, cette phase d'assistance à maîtrise d'ouvrage ARA va plutôt orienter vers des artisans et des solutions de financement qu'on va pouvoir aller chercher. Je ne sais pas si tout le monde est à peu près au fait des aides qui peuvent exister aujourd'hui au niveau du bâti, mais il y en a beaucoup, il y en a pléthore.
les aides nationales de l'ANA, les aides de la région, les aides du conseil départemental, etc., etc. Et puis, on peut aussi aboutir au fait qu'on puisse valider un projet de travaux avec de l'autoréhabilitation accompagnée. Alors, il faut savoir aussi que on va pas forcément tout refaire en autoréhabilitation accompagnée. On va avoir peut-être un lot ou deux où on va pouvoir faire de l'autoréhabilitation accompagnée. Dans ce cas-là, on va orienter vers un accompagnateur technique. Donc là, on rentre dans cette période où on a validé qu'il allait y avoir un chantier, mais maintenant, on va essayer de préparer, d'accompagner le maître d'ouvrage à l'organisation et à la tenue de ce chantier. Donc ça va passer par effectivement de l'approvisionnement, la programme, fixer une date parce que l'habitant faut qu'il soit disponible, faut que l'accompagnateur soit disponible, faut que ce soit pertinent par rapport à l'agenda, à la programmation des travaux. Donc c'est pas toujours facile de fixer une date. On va essayer de travailler justement sur les équipements, amener tout ce qu'il faut sur le chantier le jour J. On va compléter les équipements de l'accompagnateur technique si jamais c'est un professionnel qui vient avec ses équipements. Derrière, il n'est pas forcément équipé pour équiper des bénévoles. Donc ça, c'est c'est ce qu'on va pouvoir faire dans le cadre de la facilitation de chantier, ramener tout ce qu'il faut en matériel, des truelles pour tout le monde. Effectivement, tous les EPI, les équipements de protection individuelle. Et puis, il va y avoir toute cette phase de mobilisation des bénévoles. Alors, nous, avec NRTR, on a tout un réseau et ça nous permet, sur les chantiers, d'avoir le nombre de bénévoles qui a été fixé parce qu'il faut bien comprendre, on reviendra dessus tout à l'heure, que on ne va pas autoriser 15 ou 20 personnes à venir sur un chantier si on est dans une pièce qui fait 9 mètres carrés ou 10 mètres carrés, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la phase de facilitation de chantier. Et puis, on arrive dans la phase de chantier, où là, on est dans l'accompagnement technique, ce que j'ai pu présenter tout à l'heure, avec la transmission des gestes, etc., etc. Quand le constructeur est le professionnel. Donc, on a vu tout à l'heure que ça pouvait être le constructeur, l'habitant ou le professionnel. Là, on est dans le cas où le constructeur, c'est le professionnel. Donc, c'est le cas habituel, en fait. Aujourd'hui, on fonctionne toujours avec ce modèle-là la plupart du temps. Enfin, c'est celui qui est mis en avant. Donc effectivement, dans le cadre de la facilitation de chantier, la première phase, il va effectivement y avoir cette visite à domicile, la participation à la programmation des travaux. Il y a l'évaluation de la durée du chantier et du besoin en bénévoles parce que ça, c'est des compétences qui sont pas toujours évidentes. On se dit en tant qu'artisan, peut-être, je sais pas, il doit y avoir des artisans dans l'auditoire. Comment est-ce qu'on fait? Bon, ça s'acquiert un peu avec l'expérience, tout ça. Mais l'idée, c'est de définir, voilà, sur ce type de chantier, on va refaire une isolation de comble. On pourrait être 4-5. Moi, je suis en capacité d'accompagner ça. 4-5 pendant 2-3 jours. Et puis, du coup, plutôt que d'être là pendant une semaine, l'artisan, il est là que 2-3 jours, effectivement. Il y a 4-5 personnes avec lui et puis il diminue son temps d'intervention de 2. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une subtilité à trouver dans cette évaluation. Et c'est pour ça qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir un devis de base qui soit un devis sans autoréhabilitation, sans accompagnement. D'accord ? Le devis de base, c'est le devis sans accompagnement parce qu'on n'est jamais à l'abri. Et notamment, ça, c'est le retour qu'on a pu avoir avec les artisans. Les artisans veulent pas assumer le fait que ils avaient prévu ça se passerait bien. Donc ça c'est l'estimatif, ce qu'on voit la deuxième partie un peu foncée. Réalisation d'un estimatif de montant des travaux, c'est les conditions idéales de participation avec les conditions idéales de participation des bénévoles là. Effectivement, les conditions idéales, c'est l'évaluation de la durée du chantier et du besoin en bénévoles. On peut dire, voilà, sur ce chantier-là, moi, si j'ai 5 bénévoles pendant 3 jours, c'est bon, ça passe, quoi. Mais voilà, il y a moins de bénévoles, l'habitant participe pas comme il avait prévu de participer, il a des impossibilités. Pour l'artisan, c'est une prise de risque. Je ne sais pas si vous comprenez. Avoir fait un devis avec 3 jours au lieu de 5 jours en disant, bon, il y aura normalement 5 personnes et puis en fait, il n'y en a que 2.
Nous, les artisans nous ont dit en retour, écoutez, nous, on ne veut pas prendre ce risque-là, parce que derrière, qui finit? En tant que constructeur, c'est moi qui est responsable, donc je vais être obligé de finir, et du coup, mon devis, il tient plus. Et c'est pour ça que dans cette logique-là, on va plutôt avoir un devis sans accompagnement qu'un devis de base. Et puis après, avoir un estimatif du montant des travaux avec les conditions idéales et une facturation au réel, en fait. Ce qui va inciter l'habitant à participer activement et puis à aller rechercher des bénévoles aussi. Et effectivement, la signature d'une convention, parce qu'il y a toujours une convention qui va définir les rôles de chacun dans le cadre de cet accompagnement. Et dans l'accompagnement technique quand le constructeur est un professionnel, on a effectivement toute l'organisation du chantier et les répartitions des tâches. Là, on est dans un chantier, effectivement. L'accompagnateur technique, lui, il va pouvoir définir les différentes tâches sur le chantier et puis les proposer aux participants. Il va former au chef technique, on l'a dit, mise en garde sur le point de vigilance, information et veille sur la sécurité, on l'a dit aussi, on en parlait, c'est important, s'assurer que derrière les bénévoles soient bien équipés et que les travaux se passent dans des bonnes conditions de sécurité. Et l'artisan va s'engager quelque part sur la réalisation, le suivi et la validation des travaux. Et c'est lui qui va porter l'assurance des travaux. Et si on part sur l'inverse, en fait, ou plutôt le constructeur est le maître d'ouvrage, là on est sur vraiment de l'autoréhabilitation accompagnée. Dans les petits schémas que j'ai montrés tout à l'heure, on est sur le côté, on est sur l'autoréhabilitation accompagnée. Il y a toujours ces phases de visite à domicile, programmation, etc. Par contre, le devis, c'est un devis d'accompagnement. On n'est pas sur un devis de réalisation. On va partir sur un devis d'accompagnement avec un estimatif des travaux sans autoréhabilitation accompagnée, ce qui va nous permettre de dire, voilà, c'est l'inverse en fait, je ne sais pas si vous voyez. Dans un premier temps, quand c'est l'artisan qui est le responsable, le constructeur, il va faire son devis et il va faire un estimatif de ce que pourrait coûter les travaux si la participation de l'habitant et des bénévoles est idéale. Et peut-être que ce sera la facturation finale. Et dans le cadre inverse, quand c'est l'habitant qui est constructeur, il y aura un devis d'accompagnement qui va être sur 3-4 jours. Ce sera des jours d'accompagnement avec normalement un objectif qui est d'atteindre la fin des travaux. Mais s'il n'y a pas suffisamment de bénévoles ou s'il y a des conditions qui ne s'y prêtent pas, peut-être qu'on n'arrivera pas jusqu'au bout. Mais en théorie, on y arrive. Et en tout cas, les chantiers qu'on fait avec NRTR, on y a toujours réussi. Et du coup, il y a quand même un estimatif des travaux réalisés sans l'autoréhabilitation accompagnée pour avoir un repère un petit peu des économies qui sont réalisées par l'habitant. Nous, c'est important de les valoriser. Ça nous permet de valoriser le travail des bénévoles en interne. Et puis, ça permet à l'habitant de voir aussi l'apport de ces bénévoles, ce que ça permet pour lui de lui faire gagner. Et ça apparaît dans les conventions. Voilà. On signe des conventions qui sont différentes entre la première, en fonction de qui est le constructeur. Et au niveau de l'accompagnement technique, c'est à peu près la même chose, sauf qu'effectivement, on a compris que l'assurance est portée, là, c'est bon, par le maître d'ouvrage. En tant qu'autoréhabilitateur, on est dans l'autoréhabilitation et on se fait accompagner à autoréhabiliter. Et l'accompagnement des travaux en autoréhabilitation, on ne va pas aller au-delà, c'est ce que je disais, c'est des jours qui sont des jours d'accompagnement et on ne s'engage pas sur une réalisation, même si l'objectif c'est d'aller au bout de la réalisation. Mais on va s'engager sur des jours d'accompagnement et pas sur la réalisation. Et ça peut aller, il peut y avoir des nuances d'ailleurs encore, parce j'ai parlé de nuances. Quelqu'un qui a
pas trop les moyens, mais qui veut vraiment techniquement, qui a besoin d'un petit coup de pouce, on va pouvoir l'accompagner au lancement. On va l'accompagner 1 ou 2 journées pour faire un corps d'enduit, et puis c'est lui qui va avoir la charge de finaliser son corps d'enduit ou de préparer le support, de préparer le mur en terre, etc. On va lui expliquer, faut boucher tous les trous, faut faire ça, etc., etc. On va lui montrer pendant une journée. Il va se débrouiller de faire le reste, et puis après on va le raccompagner pour faire le corps d'enduit pendant 1 ou 2 journées. Et puis il va se débrouiller du reste, tout seul, ou avec lui, ses propres bénévoles. Et on peut faire pareil pour la finition. Donc ça peut être un petit peu à la carte, vous voyez, cet accompagnement quand le constructeur, bien c'est l'habitant. Donc je parlais tout à l'heure des réseaux, du réseau normand de l'autoréhabilitation accompagnée. Effectivement, l'idée c'est de sécuriser et de cadrer un petit peu cette pratique. Alors, dans le cadre des travaux qui sont réalisés au niveau régional, eh bien, il y a effectivement de la formation qui peut être proposée pour les accompagnateurs techniques ou pour les structures qui veulent s'engager dans de l'autoréhabilitation en tant qu'organisme d'autoréhabilitation accompagnée. Il y a une identification, une reconnaissance des accompagnateurs sur le territoire, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé des conventions. Effectivement, les conventions, c'est important, c'est ce qui lie et c'est ce qui cadre vraiment la démarche d'autoréhabilitation entre les différents acteurs, les différents participants au chantier. Donc, ça peut se faire alors cette convention, elle peut prendre la forme d'un contrat ou d'un devis quand il y a simplement un artisan et un habitant. Mais avec Enerter, par exemple, ça peut être une convention avec 3 acteurs, l'association en tant que facilitateur de chantier, l'habitant et en tant que maître d'ouvrage, et puis l'accompagnateur technique en tant que accompagnateur. Enfin, je sais pas si l'association, l'artisan et l'habitant. L'assurance des participants. Alors effectivement, on va nous demander souvent mais comment ça se passe pour les assurances. Alors on a vu pour le chantier, en fonction de qui est le constructeur, ça va pas être forcément la même personne qui va assurer la responsabilité, notamment la responsabilité décennale. Hein. Et l'assurance des participants, effectivement, il faut penser à assurer les gens qui interviennent, les participants du chantier, les bénévoles. Donc nous, avec l'association, on a une assurance en individuel accident. L'ARP aussi a une assurance en individuel accident pour couvrir les bénévoles qui participent sur les chantiers. C'est pour ça que nous, on demande une adhésion à l'association quand les personnes participent au chantier en tant que bénévoles. C'est, on l'a dit tout à l'heure, la sécurité. Et puis, c'est le respect du bénévolat parce que un bénévole, c'est pas quelqu'un qu'on dirige. Donc ça, c'est important. Cette notion de bénévolat, c'est pas toujours facile à définir, mais quoi qu'il en soit, il faut essayer de respecter ce bénévolat. Donc pas de contraintes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne donne pas des ordres, il n'y a pas de lien de subordination. L'accompagnateur technique, c'est pas le chef de chantier et derrière les bénévoles, c'est les petites mains et on va leur dire de faire clac clac ici et on va les obliger à prendre des postes et des tâches. Non, c'est au bon vouloir des bénévoles. Les horaires, on essaye de faire respecter les horaires, mais si les bénévoles sont pas disponibles aux horaires qui sont exactement ceux qu'on a fixés, eh ben on peut pas leur en vouloir. Il n'y a pas de rétribution, que ce soit en nature. Donc effectivement, nous on fait attention à cela. Les repas le midi, il y a une participation volontaire parce que normalement, si on offre un repas, on pourrait dire non, c'est plus du bénévolat, il y a une rétribution en nature. On est dans de l'emploi fictif ou plutôt du travail dissimulé, quoi. C'est des notions sur lesquelles on nous a beaucoup alertés, donc il faut faire très attention. Quand on accueille des personnes chez soi en tant que bénévole, eh bien, il ne faut pas que demain on puisse être requalifié en travail dissimulé.
Donc voilà, on essaye en tout cas avec les réseaux, avec en tout cas à NRTR et je pense avec le réseau normand, de faire en sorte qu'on respecte bien cette notion de bénévolat. Enfin, il faut savoir que les bénévoles, la plupart du temps, ils viennent aussi s'initier, ils viennent découvrir, ils viennent partager du temps. Voilà, c'est ce eux, ils donnent leur temps en échange de ces moments de convivialité, de ces moments d'apprentissage. Voilà, et la convivialité, c'est important dans les chantiers en autoréhabilitation accompagnée. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pression. Donc, des questions courantes qu'on peut retrouver. Alors, j'ai fait une petite liste. Alors, est-ce qu'on peut faire, quels travaux on peut faire avec de l'autoréhabilitation accompagnée? Alors, a priori, on peut presque tout faire. Alors, il y a des structures qui se sont plus ou moins spécialisées dans l'embellissement, c'est-à-dire réfection des peintures, réfection des tapis. Enfin, oui, non, c'est pas ça, c'est pas les tapisseries. Si, j'ai la tapisserie. Notamment dans des structures urbaines locatives. Donc, par exemple, les compagnons bâtisseurs de Bretagne, là, ils sont un peu dans cette logique-là. Hein. On est plutôt sur une ouverture sociale, mais on peut aller jusqu'à des travaux de grosses œuvres. Après, c'est aussi une relation entre un accompagnateur et un accompagné. Si l'accompagnateur a confiance et pense qu'il peut accompagner un habitant sur des points un peu plus techniques, un peu plus complexes, il n'y a pas de raison de l'empêcher quelque part. C'est quand même plus pertinent, en tout cas avec NRTR, de faire des chantiers où le besoin de main-d'œuvre est le plus important, parce que c'est souvent l'économie qui est mise en avant, économie le montant des travaux. Changer des huisseries, il n'y a pas besoin d'être 50. Et pour un artisan, avoir quelqu'un qui n'est pas compétent quand on va vouloir mettre en place des nouvelles huisseries, ça peut être une perte de temps plutôt qu'un gain de temps. Et du coup, on ne va rien gagner. Si ce n'est apprendre à poser une huisserie et peut-être en poser une ou deux avec l'artisan et vouloir poser les autres derrière, quoi. Donc, mais là, voilà, je pense que l'artisan, il va tiquer. En tout cas, il ne voudra pas avoir la responsabilité de la pose. Qui assure les bénévoles? Je viens d'en parler. Hein, c'est les ça peut être des associations, ça peut être l'habitant qui prend une individuelle accident et qui couvre les bénévoles sur son chantier. Quid de la décennale? Donc effectivement, les travaux sont sous la responsabilité du constructeur, ça on en a parlé. On précise quand même, je précise qu'il n'y a pas d'obligation de décennale en auto-réhabilitation. En tant que constructeur, quand on construit soi-même sa maison, on ne va pas prendre une assurance contre soi-même. Par contre, si on vend dans les 10 ans, on est responsable. Donc on est censé avoir pris une assurance en garantie décennale. Et puis, il faut savoir qu'on a quand même, avec les réseaux nationaux et locaux, travaillé sur des solutions assurantielles spécifiques à l'autoréhabilitation accompagnée. Il y a un gros dossier qui a été monté. Ça fait plusieurs années qu'il est déposé sur la table des assureurs et qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse de leur part, alors qu'il y a une obligation d'assurance normalement. Donc, ces deux voies que j'ai présentées avec la responsabilité du constructeur, qui est soit de l'habitant, soit de l'artisan, c'est un peu en réponse à cette non-réponse des assureurs par rapport à l'autoréhabilitation accompagnée. J'ai évoqué aussi cette question, comment faire des devis et estimer le nombre de bénévoles. Effectivement, c'est des choses qui s'apprennent. Je pense que Simon, tu pourras nous en parler. C'est des choses qui s'acquièrent avec l'expérience et c'est pas si compliqué que ça et ça peut être accompagné par de la formation.
Alors, pour terminer, l'accompagnement à l'autoréhabilitation accompagnée et la participation au chantier d'artisans, c'est effectivement s'initier à des techniques, des matériaux, trouver des solutions. Des fois, quand on est un peu bloqué dans son projet d'autoréhabilitation, parce qu'on s'est dit on va faire soi-même sa maison, ça fait déjà 4 ans qu'on y est, puis mince, on n'y arrive pas, il y a des problèmes techniques. Paf, un petit coup de boost avec l'autoréhab, des fois ça fait pas de mal. Et puis c'est ça, c'est avancer dans un projet en convivialité et en échangeant avec des échanges constructifs, du partage d'expérience, partager un bon repas, partager du temps, et c'est du temps humain et ça, on en a été privé pendant quelques mois et on se rend compte que c'est quand même hyper intéressant. Voilà là, pour la présentation rapide et on peut, si vous avez des questions, prendre du temps pour répondre à vos questions. Merci infiniment déjà Laurent parce que c'était extrêmement bien construit par rapport à toutes ces notions de c'est quoi un ARA, c'est quoi un ARAP, enfin bref, super. Ça, merci. Ça a bien fluidifié même pour moi qui finalement n'était pas au courant de tout.